Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the third edition of Je vous cross-regional souhaite la event for bienvenue online à platforms, la platform troisième work, and édition de platform cette development plateforme in en ligne France. consacrée au travail des plateformes en France, Grèce, Italie et Allemagne, que nous organisons en coopération avec nos partenaires de Grèce, d'Italie, d'Allemagne et de France. Je serai l'animateur de cette session. Nous allons procéder à des échanges d'expériences concernant le statut et les responsabilités des plateformes en termes de conditions de travail, en termes de pratiques, mais nous envisagerons également les effets plus larges de ce nouveau type de travail sur le monde du travail, la protection des travailleurs et les nouvelles façons de travailler. La France, la Grèce, l'Italie et l'Allemagne nous offriront aujourd'hui toutes des témoignages. Des experts seront présents et vous donneront les caractéristiques de ce qu'est le travail sur les plateformes dans différents pays. Ensuite, nous entendrons un panel qui nous parlera des décisions gouvernementales qui ont été prises afin d'essayer de réglementer le travail sur les plateformes et nous aborderons la question du rôle des syndicats. La version anglaise de cette session sera enregistrée. Vous pourrez l'écouter en podcast. La séance sera interprétée en français, anglais, italien, grec et allemand. Vous pouvez choisir vous-même la langue qui vous intéresse. Et j'en profite pour vous parler justement de nos interprètes. Nous disons que c'est l'un des piliers de l'Union européenne parce que sans eux, nous aurions vraiment beaucoup de mal à communiquer. Et je demande aux orateurs de s'exprimer clairement et pas trop vite pour ne pas trop leur compliquer la tâche. Notre public pourra également nous adresser des questions. Vous pouvez poser vos questions dans les différentes langues de la conférence, les 5 langues dans la conférence. L'équipe multilingue de la FES sera là pour traduire. Avant de vous présenter les intervenants du premier panel, je vais demander à Oliver Philipp, qui travaille à Bruxelles au bureau de la Fondation Friedrich Ebert sur ces questions de l'avenir du travail, de nous faire une brève présentation. Oui, merci Jean-Paul. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui euh, au nom de la Fondation Friedrich Ebert pour cette nouvelle édition de nos rencontres en ligne. Nous sommes intéressés aux pays nordiques et aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'économie des plateformes en Grèce, en Italie et en Allemagne, ainsi qu'en France. Je souhaite la bienvenue à tous les intervenants. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Cette rencontre est organisée en coopération avec les responsables de la FES en France, en Grèce et en Italie. Et en leur nom également, je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue aujourd'hui. Sans eux, il n'aurait pas été possible d'organiser un événement de cette ampleur. Donc, un grand merci. Avant d'entrer dans la discussion, jette un œil sur la liste des participants et je vois que la France, l'Italie, la Grèce et l'Allemagne sont bien représentés, ce qui me réjouit beaucoup. Mais nous avons également un grand nombre de participants venus d'autres pays et ceci montre que ce sujet du travail pour les plateformes intéresse dans beaucoup de pays européens. L'une des raisons pour lesquelles ce sujet est maintenant sous les feux de l'actualité, c'est que c'est un univers qui est en changement permanent et que des discussions sont en cours au Conseil européen pour essayer de voir ce que l'on peut faire en termes de réglementation de ces plateformes. Alors, nous sommes un centre de compétences, Future of Work, et nous essayons de dépasser les travaux actuels relatifs au projet de directive. Nous nous concentrons sur les aspects sociaux de
toute législation qui pourrait être adoptée. Et nous essayons de voir en quoi le travail pour les plateformes a changé la nature du travail dans différents pays de l'Union européenne. Nous avons choisi ce sujet afin de passer en revue euh, ce que c'est que l'économie des plateformes dans une trentaine de pays et nous avons essayé de faire la lumière sur un certain nombre d'aspects de ce qu'est le travail pour les plateformes. Je prends un exemple. Nous avons collecté des données dans un grand nombre de pays et nous avons, par exemple, essayé de voir dans quel pays on a une définition officielle de ce qu'est le travail des plateformes. Nous partagerons avec vous un lien pour accéder à notre site Internet. Et nous nous sommes rendus compte au cours de nos études qu'il y a différentes attitudes dans les pays concernant le discours public, concernant la réglementation des travailleurs des plateformes. Et puis, c'est le cas aussi dans les pays dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite, autre aspect des choses, nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on ne sait pas à propos de ces grandes sociétés qui opèrent sur plateforme. Il y a un débat politique qui s'est engagé à propos d'une éventuelle réglementation du travail pour des plateformes, mais il est très intéressant de voir que le point de départ et les différents éléments qui sont retenus ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Donc aujourd'hui, nous nous intéresserons à la France, à l'Italie, à la Grèce, à l'Allemagne. Ce sont des pays où la situation est vraiment très intéressante. Je nous souhaite une discussion très fructueuse et je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Paul et à l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup pour ces remarques d'introduction. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les grandes caractéristiques du travail pour les plateformes dans les 4 pays dont nous parlerons aujourd'hui? Je vais donc demander aux 4 premiers panélistes de bien vouloir intervenir maintenant. Madame Chagny, tout d'abord, Odile Chagny, qui travaille à l'Institut de recherche économique et sociale en France. Odile, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. We have for Greece, Mr. Ensuite, pour la Grèce, Monsieur Emmanuel Matsaganis, il est professeur de finances publiques à l'Université polytechnique de Milan, mais il parlera quand même du cas de la Grèce aujourd'hui. Bienvenue, Emmanuel. Ensuite, pour l'Italie, Ivana Paes, qui est professeur d'économie et de sociologie à l'Université del Sacro Cuore. J'ai réussi à peu près à le prononcer. Et pour l'Allemagne, Valentin Niebler, qui travaille à l'Université libre de Berlin. Il s'est particulièrement intéressé à la question des travailleurs des plateformes dans les milieux urbains, et ceci dans plusieurs pays. Donc nous avons un panel tout à fait bien informé. Bienvenue à tous donc. Pour commencer, j'aimerais que vous nous donniez une impression générale de ce qu'est l'économie des plateformes dans vos pays respectifs. Pouvez-vous nous parler du nombre de plateformes, du nombre d'utilisateurs, quelques données chiffrées pour bien planter le décor en quelque sorte? Odile, nous allons commencer avec vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler lentement pour faciliter le travail des interprètes, puisque j'ai choisi de parler dans ma langue maternelle sur ce sujet sur lequel je travaille surtout dans ma langue maternelle. Donc, alors, votre question, Jean-Paul, est très intéressante, surtout dans le contexte du travail important qui a été fait par la Fondation pour recenser les informations sur l'évolution du travail de plateforme dans différents pays. Elle est intéressante parce qu'en fait, quand je me suis replongée sur les chiffres dont on dispose et que j'essaye de faire un bilan, en fait, on se rend compte que c'est un secteur dans lequel les choses sont très invisibles, très invisibilisées, et que
on a vraiment un besoin de mettre un projecteur permanent et probablement de réfléchir collectivement à des meilleurs moyens pour appréhender l'ampleur du travail de plateforme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on essaye de mesurer le nombre de travailleurs de plateforme et le nombre de plateformes actives en France, pendant très longtemps, en France, on avait l'idée qu'il y avait à peu près de l'ordre de 200 000 travailleurs de plateforme, un chiffre qui était assez constant selon les sources, qui était assez constant depuis le milieu des années 2000, voire même jusqu'en 2020. Et en fait, on avait aussi l'idée qu'il y avait une centaine de plateformes actives. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs coups de projecteur qui ont été donnés. Et je pense que le projet de directive et les études d'impact qui ont accompagné le projet de directive ont vraiment permis d'améliorer la connaissance qu'on avait. Et aussi en France, mais on reviendra dessus, on a un processus électoral qui s'est produit dans certaines plateformes, notamment de la mobilité, qui a permis un recensement exhaustif des travailleurs connectés. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et je pense que c'est ça qui, moi, me paraît important dans le contexte français, c'est que on était sur l'idée de 200 000 travailleurs. Si je prends l'étude qui a été menée pour l'étude d'impact de la Commission européenne, on arrive à 800 000 travailleurs. Et si je prends le nombre de plateformes, on avait plutôt sur un recensement l'idée qu'il y avait une centaine de plateformes. Si on prend les données plus récentes des études qui ont été menées par la Commission européenne, on arrive à 250 à 300 plateformes dans le cas français. Et j'irais même au-delà, c'est toutes ces nouvelles plateformes, notamment pour du côté des freelances, etc. Certains vont même jusqu'à recenser 30 000 petites plateformes qui existent de ci, de là. Donc, je m'arrêterai ici pour laisser la place aux collègues d'autres pays européens pour signaler que s'il y a bien quelque chose qui est complexe à mesurer, et c'est un enjeu majeur, c'est le volume d'activité qui est sous-jacent, parce que d'une part, en fait, il est invisibilisé par manque de statistiques publiques et que par ailleurs, on repose beaucoup sur l'autodéclaration des acteurs économiques et qu'on est dans un secteur par ailleurs où la croissance est exponentielle au fil du temps. Yeah, growth is exponential and at the same time, La croissance est exponentielle et dans le même temps, cela se fait aux dépens des travailleurs connectés. À propos des chiffres, peut-être les autres panélistes auront des réactions. Nous allons maintenant nous rendre en Grèce. Est-ce que vous pouvez nous donner, Emmanuel, une image de ce qu'est la situation en Grèce? Merci, je m'appelle Emmanuel Matsaganis et j'ai préparé une petite intervention pour vous donner effectivement une image de ce qu'est la situation en Grèce. Mais nous n'avons pas de données extrêmement fiables. Il y a différentes publications qui parlent de ce secteur, mais les chiffres varient. Alors, on estime qu'il y a plusieurs centaines de plateformes en Grèce. Cela pourrait représenter 100 000 personnes, mais on ne sait pas exactement. Les chiffres sont imprécis. Il y a aussi des gens qui travaillent en ligne, des gens qui travaillent pour Uber, bien sûr, des gens qui sont chauffeurs de VTC. Il y en a aussi qui travaillent à titre de freelance. Uber n'est plus présent en Grèce aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont surtout des grandes entreprises qui font travailler des travailleurs connectés en Grèce.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des centaines de milliers de travailleurs connectés. Θέλετε να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό καθεστώς και τις μεταρρυθμίσεις ή είναι κάτι που θέλετε να το αφήσουμε για μετά? Πείτε μου. Je pourrais vous donner d'autres informations plus tard si vous le souhaitez. Oui, oui. Alors, ce que j'ai compris de votre intervention, c'est que c'est très difficile de parler d'un secteur de caractéristiques vraiment qui ressortent clairement en Grèce parce que le secteur est extrêmement atomisé. Il n'y a pas beaucoup de grandes sociétés, ce sont surtout beaucoup de petites sociétés. Oui, par exemple, dans le domaine des taxis, il y a la plateforme Uber et là, il y a vraiment une croissance importante dans ce secteur. D'accord, d'accord, je vous ai bien compris. Merci pour cet éclaircissement. Alors, rendons-nous maintenant en Italie. Ivana, qu'en est-il du tableau général en Italie, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour ce qui est de l'Italie, altrimenti sento la traduzione delle mie parole. Ecco, non riesco a toglierle. Ok, tolto. Scusate. voilà, excusez-moi, vous entendiez l'original italien en même temps que l'interprète. Alors, en Italie, c'est difficile aussi de donner des chiffres, comme c'est le cas dans d'autres pays. Les recherches les plus fiables ont été menées par l'INAP et les chiffres ont été collectés en 2020-2021. C'est un secteur extrêmement dynamique. Il a beaucoup évolué au cours des 1 à 2 dernières années. Alors, je peux vous donner quelques informations à propos de chiffres qui datent de 2020 et je peux vous dire comment le secteur est en train d'évoluer à l'heure actuelle. Alors, pour ce qui est des chiffres 2020-2021, 5,2% de la main-d'œuvre italienne travaillait dans ces années-là pour les plateformes numériques. Et cela inclut tout type de plateformes. 1,3% des Italiens travaillaient pour les plateformes au sens strict. Alors, quand je vous disais tout à l'heure 5,2%, c'était une vision, une interprétation assez large des choses. 1,3%, ce sont vraiment les gens qui ne travaillent que pour les plateformes. Et les personnes qui ont déclaré aussi que c'était leur emploi principal ou leur façon de travailler principale. 6% de la population travaillait dans le domaine des livraisons à domicile, que ce soit le portage de repas ou la livraison de paquets. Donc tout cela représente un grand nombre de personnes et il y a un tout petit peu plus d'un tiers de ces travailleurs, 35%, qui travaillent en ligne. 9% travaillent depuis chez eux. Du fait de la pandémie, le nombre de personnes qui se sont mises à travailler chez elles a littéralement explosé. Et pour ce qui est des chiffres actuels, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a une forte augmentation dans certains métiers. Par exemple, en Italie, il y a eu une croissance très forte pour le secteur des psychologues. Et en plus, ces plateformes aujourd'hui reçoivent un financement important. De la même façon, nous avons assisté à une croissance dans le domaine des professions qualifiées. Alors, les psychologues, je l'ai dit, les médecins. Aujourd'hui, il y a des services de consultation médicale en ligne, ça s'est beaucoup développé en Italie, et en général, tout ce qui tient aux soins.
toutes les professions du soin, du care. Alors, il y a aussi, par exemple, les babysitters qui travaillent pour des plateformes. Et il y a également des systèmes, des services de devoirs pour les élèves, du soutien scolaire qui se fait via les plateformes. Nous avons en tout 130 plateformes en Italie qui offrent ce type de service. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais je conclurai simplement en disant que apparemment, les organismes publics et les organismes de recherche académiques ne sont pas très intéressés à se pencher sur ces nouveaux métiers. Euh, il n'y a pas d'études ni de législation envisagée à propos de tous ces métiers. Il y a à de rares exceptions. Peut-être que cela révèle quelque chose sur l'opposition qui est dans ce secteur avec des organes professionnels établis qui fournissent ce service, à la différence de ce que font les travailleurs sur les plateformes. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens, en fait, pour lutter contre le phénomène. Merci, Ivana, de nous avoir parlé un petit peu du paysage italien. Passons maintenant en Allemagne pour un aperçu d'ensemble. À vous, Valentin. Merci, Jean-Paul. C'est une bonne question pour démarrer, mais c'est aussi une question un peu difficile, car on vient d'entendre dire c'est très difficile de mesurer les choses. On a affaire à des compagnies qui ont beaucoup de données sur leurs travailleurs, plus que d'autres compagnies, mais qui ne partagent pas ces statistiques. On n'a pas accès à ces chiffres, donc on ne peut que essayer de deviner ou faire des estimations. Et puis, il y a une autre chose qui rend les choses difficiles, et on s'en est rendu compte en faisant de la recherche, par exemple, quantitative sur la ville de Berlin, c'est que le travail est semi-informel, voire même informel, ce qui fait que c'est difficile de faire des estimations même à des fins de recherche, parce que vraiment, on ne peut pas voir quand, par exemple, des personnes ne reçoivent pas des fiches de paie, mais sont payées en espèces. Et puis, alors, pour les chiffres en Allemagne, ce n'est pas des chiffres énormes pour l'Allemagne. On n'a pas fait de travail quantitatif dans notre étude. Donc, c'est une étude qui a été faite l'année dernière, qui était pleine d'enseignements, qui faisait état de 1,6% de la population active qui travaille plus de 20 heures par semaine sur des plateformes. Et le chiffre est un peu plus élevé pour ceux qui gagnent plus de 50% de leurs revenus grâce à un travail sur les plateformes. Mais de 1,6% de la population active, ça veut dire à peu près 700 000 personnes, grosso modo. Quant au nombre des plateformes, il y en a beaucoup. Je me demande quelles sont les plateformes vraiment importantes. Il y a peut-être 10 ou 15, surtout pour la livraison. Dans certains cas, la vente au détail. Dans certains cas, c'est pour le nettoyage, service de nettoyage et les soins à domicile. Et les autres plateformes n'en font pas l'objet de beaucoup de recherches. Et puis, j'aimerais ajouter une caractéristique pour l'Allemagne qui est assez spécifique, c'est il y a les travailleurs des plateformes, mais qui sont dans le pays. Et puis, certaines de ces sociétés ont leur siège en Allemagne, par exemple, Deliveroo, Gorillas aussi était basé, et aussi Helplink pour le nettoyage à domicile, et Referendus également à Berlin. Donc, autrement dit, on a les ingénieurs de logiciels, c'est-à-dire les spécialistes de l'informatique qui sont dans le pays. Alors là, ça fait une différence. Ça veut dire que vous êtes quand même en position stratégique pour essayer de récupérer des données auprès de ces entreprises.
qui ont leur siège. J'aimerais revenir vers la France parce qu'on a compris un petit peu quels sont les secteurs en Grèce, en Italie, en Allemagne. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur les secteurs qui sont actifs, c'est-à-dire où sont les travailleurs qui travaillent sur plateforme en France, dans quel secteur, et quel serait le profil typique d'un travailleur de plateforme? Je sais que c'est une question assez générique, mais pouvez-vous nous donner une idée assez générale? Qui est la personne qui travaille sur une plateforme? Et attendez que je change de canal, dit l'interprète. Alors, en fait, ce que je pense qu'on est aussi en train d'exprimer les uns et les autres pendant ce webinaire, c'est bien le caractère complètement mouvant des acteurs de plateforme et de ces nouveaux acteurs-là, et la capacité qu'on a à mesurer donc comment dire, en tout cas la volumétrie de revenus et d'activités qui sont générées. Ceci étant, en fait, la réponse qu'on peut apporter à votre question, Jean-Paul, c'est potentiellement tous les secteurs peuvent être concernés par le développement des plateformes. Donc, le regard qu'on peut porter à date à un moment donné, qui était très centré en France comme ailleurs sur les secteurs de la mobilité, c'est-à-dire les secteurs de transport de personnes par voiture, de VTC, ou de livraison, qui sont les secteurs historiques. On sait qu'en France, ça représente 122 000 travailleurs potentiels, si tant est qu'on soit vraiment en capacité d'en avoir une appréhension exacte. Mais au-delà de ça, on peut parler du quick commerce qui est apparu puis disparaît. Il y a eu cette bulle du quick commerce de certains acteurs dont la plupart sont en liquidation judiciaire dans le contexte français, mais aussi ailleurs. D'acteurs comme Getir, par exemple, ou Goryas, etc., qui, donc, à un moment donné, ont représenté 5000 travailleurs. On a aussi un mouvement, comment dire, beaucoup plus sous-jacent et puissant de développement de tout ce qui relève des services, soit à la personne, donc que ce soit les coiffeurs à domicile, le jobbing, les petits travaux, etc., mais de manière beaucoup plus, comment dire, continue, tout ce qui est le développement du travail qualifié, et notamment freelance, au travers de plateformes qui sont des plateformes pas forcément toujours de travail peu qualifié. Et ça, c'est un point fondamental, puisqu'on a beaucoup, jusqu'à présent, eu en tête que le travailleur typique de plateforme, c'est un travailleur masculin, plutôt d'origine immigrée, pas forcément avec des papiers légaux, en tout cas dans certains cas, qui habitent dans des quartiers défavorisés, ce qui est vrai pour une grande majorité des travailleurs de la mobilité, ce qui n'est pas du tout le cas pour tous ce qui sont les travailleurs freelance qui travaillent pour les plateformes de travail qualifié. Et je pense que c'est aussi important de ne pas considérer que tout ce qui est travail freelance sur plateforme est du micro-travail et du travail à la tâche, de digital labor, comme le nomme un sociologue très connu dans le contexte français qui s'appelle Antonio Casilli. On n'est pas du tout uniquement sur des problématiques de micro-travail, de travail très peu qualifié à la tâche. On est sur un mouvement beaucoup plus large de développement par des grandes entreprises d'appel à la prestation de services intellectuels au travers d'intermédiaires plateformes. Et nous, ce qu'on a observé dans le cadre des études qu'on a menées dans le contexte français, c'est qu'en fait, il y a une forme d'hybridation des acteurs, c'est-à-dire qu'on recourt dans un contexte aussi de tension sur certains métiers, en particulier du digital, on a recours à des prestataires de services qui passent par des intermédiaires, qui sont des plateformes. On a des entreprises qui créent leurs propres plateformes, des grandes entreprises du numérique qui créent des plateformes. On a à peu près tous les secteurs d'activité, de l'industrie lourde, d'automobile, en passant à la chimie et tout ce qui relève plutôt des services intellectuels, qui recourent de plus en plus à ce type d'intermédiation et de capacité de disposer de prestations de services intellectuels. Donc,
Et ce développement-là, il est en devenir. C'est-à-dire que pour nous, dans le contexte français, je parlais de 200 000 travailleurs de plateforme. Je disais que dans la mobilité, on avait 122 000. On a certaines estimations pour les freelances qui vont jusqu'à 1 million. Je ne sais pas ce qu'elles valent, mais elles sont là. Et c'est aussi surtout ce qu'on voit se développer de manière très, très puissante comme type d'activité. Quelqu'un nous dit que les chiffres qui ont été présentés jusqu'à présent sont très bas, mais vous avez dit que, en fait, on n'arrive pas vraiment à saisir, à comprendre quels sont les vrais chiffres. A priori, il y a de fortes chances que ces chiffres sont en réalité plus élevés. Ce dont vous parlez, Odile, c'est une transformation de fond encore plus importante, c'est-à-dire le rapport au travail dans tous les secteurs par le biais du digital. Ce n'est pas uniquement le travail à la tâche sur les plateformes. Emmanuel, en Grèce, vous avez parlé surtout de la livraison des repas et de l'alimentation, enfin de la nourriture. Est-ce que vous pouvez nous donner une démographie des travailleurs sur les plateformes en Grèce? Est-ce que vous comprenez qui est le travailleur type, par exemple, qui fait la livraison de repas ou de nourriture? Je pense que le travailleur typique, c'est difficile à dire parce que pour la livraison, c'est un homme, mais pas toujours. Parce qu'il y a beaucoup de Grecs qui ne peuvent pas trouver d'emploi ailleurs et donc se retrouvent à faire de la livraison de nourriture ou de repas et ce sont pour l'essentiel des personnes jeunes. Mais ça, c'est vraiment pour la livraison de repas et de nourriture et qui est particulièrement intéressant, surtout en écoutant Ivana et Valentin. Et la question des plateformes va bien au-delà, bien sûr, de ce type de livraison. Mais il y a une chose qui distingue une catégorie des autres. Nous avons par exemple en Grèce beaucoup de psychologues qui offrent des sessions sur plateforme. Mais la relation entre le consommateur et, disons, le producteur, entre guillemets, c'est-à-dire ce serait, ou le prestataire, ce serait le psychologue, en l'occurrence. Difficile à comprendre, pardon. Il s'agit d'une activité libérale, c'est-à-dire une personne qui travaille en libéral, en freelance, et plutôt que de le fournir dans son bureau, dans son cabinet, offre la même prestation sur Zoom, soit. Mais pour la livraison de la nourriture ou des repas, c'est différent. Parce que là, le caractère freelance ou libéral, c'est mensonger. Je veux dire, c'est faux. Et le scandale que ça présente, c'est que le cadre institutionnel permet cela. Et même quand ce n'est pas permis, il y a souvent des infractions. En Grèce, ce n'est pas permis. Il s'agit donc de catégories de travailleurs qui sont exploités. Ils sont en position de dépendance, ils sont en position de subordination, ils devraient être salariés, mais ils sont travaillés à la pièce, ils n'ont qu'un seul employeur et la loi les considère au même titre que, par exemple, les psychologues qui offrent des sessions en ligne. Mais je pense que cela devrait faire l'objet d'un traitement différent. Ça devrait être étudié par les syndicats. Et je suis content de voir qu'il y a le représentant du CGL qui parlera tout à l'heure. Ils n'ont pas leur propre syndicat. Et d'ailleurs, la fédération, la confédération en général ne s'intéresse pas à leur cas. Donc, c'est une catégorie d'employés qui travaillent dans des situations assez risquées. Ils peuvent perdre la vie ou être blessés. Ils ne touchent un salaire qu'à condition de travailler, qu'à condition d'être en mesure de travailler. Il y a des sociétés qui changent de façon unilatérale les conditions de leur contrat et les employés n'ont aucun recours, hormis le fait de faire
une grève. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu une telle grève. Et c'est les livreurs qui ont fait grève. Et nous avons 5000 personnes qui travaillent pour faire de la livraison et ils sont soi-disant des freelances. Mais pour beaucoup, ils travaillent pour des sous-traitants. Ils ont un contrat avec Bolt, c'est-à-dire la société a un contrat avec Bolt et Bolt trouve les cyclistes ou les automobilistes. Et vous imaginez la paix, parce qu'en plus, il y a un intermédiaire qui doit être payé. Et il faut s'attaquer au cadre qui permet cela. Je pense que je vais m'arrêter là et je vous prie de m'excuser. Non, merci. C'est très important de dire que c'est un faux travail freelance. Moi, je suis freelance, par exemple, mais c'est moi je suis propriétaire de la prestation que je propose. Donc, c'est moi qui suis vraiment propriétaire du risque. Avec la plateforme, vous subissez tout le risque, mais vous n'êtes pas propriétaire en quelque sorte de la prestation. Donc, vous êtes fondamentalement dans des situations différentes. Ivana, voudriez-vous nous parler un petit peu de cet aspect, du faux aspect du caractère freelance du travail? Alors, et puis le profil typique d'un travailleur de plateforme en Italie. Io vorrei tornare un po' sul punto. Je voudrais revenir sur cette question parce que beaucoup de choses ont été faites et dites en Italie concernant ceux qui font les livreurs de nourriture et de repas. Bien sûr, nous devons continuer à axer nos travaux dans ce domaine, mais également élargir notre champ. Donc, alors, quel est le profil type? Là, il y aurait beaucoup à dire sur le profil type des travailleurs de plateforme. Il y a ceux que nous donnent les plateformes. Et puis après, ça dépend beaucoup des secteurs, selon le secteur. Donc, il y a beaucoup de profils différents. Certains de mes collègues font des études très intéressantes sur l'image, la réputation des livreurs qui sont présentés par les syndicats. Parce que c'est intéressant de voir comment ils sont dépeints, comment ils sont représentés. Bon, ça, c'est une chose dont on parlera dans le panel suivant. Lesquels de ces profils sont véritablement représentés par les syndicats? Bon, dans l'opinion du grand public, le travail de plateforme, c'est peut-être quelqu'un qui a une couleur de peau différente, alors que nous, on a toutes sortes de profils différents. Donc, je crois que ce n'est pas accidentel que ce n'est pas par hasard qu'il a fallu mettre des vestes extrêmement visibles, alors que le travail qu'ils font est invisible. Et donc, le travail invisible est souvent réalisé par des femmes et pas par des hommes. Ce n'est pas par hasard. Et ces travailleurs sont toujours invisibles. Ici, j'évoque, par exemple, ceux qui prodiguent des soins ou des femmes qui font des ménages, par exemple, les ménages à domicile chez les particuliers. C'est surtout des femmes. Il n'y a pas de freelance. Ils n'ont pas de contrat, du moins pas la plupart. Ils ont des risques tout comme les livreurs, parce que même le travail à domicile comporte un risque pour la santé, pour la sécurité de la personne. J'ai interviewé des hommes et des femmes qui ont reçu, par exemple, une adresse, se sont rendus Ils sur travaillent pour 2 place, plateformes. Alors, ils se ils rendent rentrent et aux ils ne endroits savent qu'on pas ce leur qu'ils vont indique, trouver. aux adresses qu'on leur indique, et ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver. Donc, c'est des risques qui sont moins Et évidents ou moins bon, visibles que, évidemment, par exemple, c'est une moins collision visible tout ça automobile. qu'un accident de Mais le voiture, mais danger est le tout aussi risque existe. réel. Il y a quand même une part de risque dans tout cela. Et Et personne ne dit personne rien. n'en Personne n'en parle. parle. Personne ne dit rien.
Et Et bien sûr, évidemment, il y a il y a l'écart aussi entre une les grande sexes différence dans ces entre professions. les Et là hommes et les encore, ce n'est femmes pas accidentel. dans ce J'aimerais genre bien de insister sur métier. ce point. Quoi qu'il en soit, il y a une différenciation entre les plateformes. Les modèles des plateformes sont en train d'évoluer. Par exemple, pour le travail à domicile, par exemple, ou ceux qui prodiguent des soins aux personnes âgées, il y a des plateformes qui ne finalisent pas les contrats, donc tout est décontractualisé. Il y a des plateformes qui n'offrent même pas des contrats et qui s'assurent que ce sont les familles qui doivent formaliser le contrat. Alors, disons par exemple que la famille a un contrat avec une plateforme. Et il y a des plateformes qui prennent en charge et gèrent le contrat. Donc, il y a beaucoup de possibilités intéressantes parce que quand on pense des soins à la personne, les soins à la personne, c'est vraiment un secteur extrêmement fragmenté. Et s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas moyen de voir que le rapport employé-employeur est protégé et légal. Et c'est vrai que ça simplifie le travail pour les syndicats. Parce que, par exemple, pour les soins à domicile, lorsqu'il y a une société qui les réunit en quelque sorte, c'est plus facile. Mais jusqu'à présent, c'était complètement fragmenté et puis c'était du bouche à oreille. Donc, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile de vérifier les modalités contractuelles. Et puis, il y a tous les problèmes que l'on connaît. Mais au moins, c'est un point de départ et ça facilite aussi l'action syndicale. Ce que vous venez de dire à propos de ces accords contractuels, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un élément de pression potentielle. Et c'est plus difficile de réglementer des contrats de ce genre-là que des contrats beaucoup plus classiques qui, eux, sont abordés dans le cadre du dialogue social. Là, on a affaire plutôt à des arrangements un peu au coup par coup. Valentin, à propos de l'Allemagne, quel est le profil typique? Pouvez-vous nous dire? Oui, bien sûr. Alors, il n'est pas forcément typique, mais je vais essayer de vous donner 2 exemples. Ah, d'abord, Uber. Uber, très présent à Berlin. Je dirais qu'un profil typique, ça pourrait être un turco-allemand de 2e génération, un père de famille et qui va travailler 55 heures par semaine au volant de sa voiture. Souvent, c'est ça. Beaucoup de gens qui ont des familles et qui ont, disons, à partir de 40 ans. Ensuite, pour ce qui est du nettoyage à domicile, là, situation très différente. Nous avons parlé à un homme, alors qu'il y a en majorité des femmes. Et cette plateforme, apparemment, fait travailler à 50% des hommes et 50% des femmes. En règle générale, le profil typique, c'est homme jeune, bien formé, qui vient d'Argentine ou du Chili et qui est venu avec un visa particulier pour faire des études et travailler en Allemagne. L'objectif, c'est de rester assez longtemps avec, dans le cadre d'accords très particuliers. Pour le Chili et l'Argentine, je sais qu'il y a des accords très particuliers qui ont été conclus. Donc ça, c'est un des groupes qui est très représenté sur cette plateforme. Ensuite, en ce qui concerne l'économie des plateformes en général, au début, il y avait beaucoup de freelance qui se sont lancés. C'est toujours le cas pour les travaux de nettoyage, de ménage. Mais il y a aussi maintenant des contrats de travail. Donc, des contrats de travail plus ou moins impeccables, on va dire, mais enfin, ce sont des contrats. Donc, ça donne un statut aux travailleurs.
Lorsque nous avons fait nos études, nous nous sommes aperçus que l'emploi pour ces plateformes, c'est quand même loin de ce qu'on appelle un contrat de travail classique. Par exemple, les chauffeurs Uber, ils ont des contrats, mais ils sont payés à la course, ils n'ont souvent pas de congés payés, et il y a beaucoup d'autres choses, d'autres avantages sociaux qui sont liés d'habitude au contrat de travail qui n'existent pas pour eux. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se concentrer sur le fait que l'on ait un contrat ou pas en disant « Ah, c'est ça qui fait toute la différence ». Non, ce n'est pas le cas. Dans les années 2000, en Allemagne et même 2020, on peut certes faire un contrat de travail, mais un contrat de travail plus ou moins bidon, enfin, saboter l'affaire en quelque sorte. Merci. Nous prenons bonne note de ce que vous nous dites. Le fait qu'il faut être prudent lorsqu'on parle de contrat, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas toujours à l'avantage des travailleurs. J'aimerais beaucoup que l'on revienne sur l'aspect législatif et droit du travail à propos de la Grèce. En 2021, une nouvelle législation a été adoptée qui protège les travailleurs des plateformes, qui donne une définition de ce que sont les plateformes. À votre avis, quelles sont les améliorations apportées par cette loi? Alors, avec plaisir. En 2021, un nouveau texte de loi a été produit à l'initiative du gouvernement. L'objectif, c'était d'afficher aux yeux de l'Union européenne et du public que la Grèce respectait la jurisprudence européenne. Au mois d'avril 2020, il y a eu une décision qui a été rendue à propos des travailleurs des plateformes concernant le fait que les travailleurs devaient ou non être considérés comme des freelances. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir accepter ou non une mission confiée par une plateforme. Donc, vous devez pouvoir choisir vos missions, choisir vos jours de travail. Cette législation est entrée en vigueur, a été intégrée au droit grec. Et il y a des conditions à respecter pour les employeurs. L'indépendance des travailleurs doit être respectée. Ils ne doivent pas être contraints d'accepter certaines missions. En ce qui concerne, par exemple, l'activité de livraison, Παρόλα αυτά, μετά από αυτό το νόμο, είναι εντελώς νόμιμο και γίνεται στην πραγματικότητα να πληρώνεται κάποιος με το κομμάτι και να θεωρείται freelancer, που σημαίνει ότι alors, les missions peuvent être payées à la mission, justement. Donc, les personnes sont payées à la course. Très souvent, il y a eu des accidents de la route. Il y a même eu des morts. Et à ce moment-là, on se contentait de considérer que c'était les collègues qui devaient prêter main forte. Donc, la situation n'est pas favorable aux travailleurs. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'il y a des grèves. Ces travailleurs sont considérés comme des freelances. Ils travaillent souvent
pour des sous-traitants. Είναι αδήλωτη. Ο λόγος για την απεργία δεν είναι μόνο αυτός. Αυτό ίσχυε πριν, ισχύει και τώρα. Ο λόγος για την απεργία Les είναι μετά motifs το COVID που έπεσε λίγο des το grèves actuelles, άλλαξε μονομερώς τον αλγόριθμο που υπολογίζει τις αμοιβές c'est que après των le διαδρομίων και έτσι Covid, σύμφωνα με τον ισχυρισμό των ιδίων, αλλά φαίνεται ότι έτσι είναι στην πραγματικότητα, διάβασα και κάποια πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, des mesures έχει μειωθεί η αμοιβή κατά des mesures de 40%. sécurité qui avaient été prises précédemment ont été levées. Μπορούν να κάνουν κάτι και οι εργαζόμενοι και είναι και αρκετά αδιευκρίνιστο το πώς ακριβώς έχει αλλάξει ο αλγόριθμος. Αλλά λένε ότι παρατηρούν Après la crise du Covid, beaucoup de travailleurs des plateformes n'ont plus de mission. À peu près 30% se sont retrouvés sans rien. Για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Τώρα πλέον δυσκολεύεται να βγάλει και τα έξοδα. Το άλλο αίτημα της απεργίας είναι ότι Aujourd'hui, c'est très difficile pour les travailleurs des plateformes d'arriver à rentrer dans leurs frais. C'est un des motifs des grèves. En plus, ils pensent que leur équipement devrait être payé par les sociétés qui les emploient et qu'ils ne devraient pas les payer eux-mêmes. Dans le passé, c'était encore pire. Et il y a eu des articles dans la presse dénonçant notamment l'activité de certains restaurants qui avaient un coursier ou un livreur unique et disant qu'il y avait fréquemment des accidents de la route. Et quand il y a un accident, l'employeur se rend à l'endroit de l'accident et essaye de faire disparaître le vélo du livreur qui a été accidenté. Donc, ils essayent de complètement masquer la chose pour que la police ne puisse pas remonter jusqu'au restaurant qui employait le livreur en question. Donc, c'est comme ça que ça se passe en pratique. Et je regrette vraiment beaucoup qu'il n'y ait pas un grand débat sur cette question parce que c'est vraiment un problème de société. Alors oui, là aussi, on a une sorte de cas de sabotage des responsabilités de l'employeur. Odile, en France, le débat se concentre aussi sur la question du statut des employés, le statut juridique. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est du débat en France en matière de réglementation par le monde politique? Alors, la situation française, c'est une situation qui est effectivement très spécifique. Pardon, excusez-moi. J'arrive. Les papiers s'envolent. En fait, on a une sorte de voix française qui est pas forcément la voix royale, qui est très, très spécifique dans le contexte européen. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, évidemment, c'est le choix politique, c'est les travailleurs intermédiés par les plateformes. Quand ces plateformes-là exercent sur elles un certain nombre d'éléments de contrôle qui sont déterminés par la loi. Donc, c'est principalement les acteurs, les travailleurs de plateforme de la mobilité. Donc, c'est 122 000 qu'on citait tout à l'heure. Dans ces cas-là, on considère que ces travailleurs-là sont indépendants et on va leur accorder un certain nombre de droits, donc un socle de droits qui a été déterminé en 2016, à partir de 2016, et on va laisser le dialogue social et on va faire confiance à la capacité des acteurs de négocier des accords. Donc ça, c'est la voie française promue par les pouvoirs publics et qui, évidemment, a des incidences sur la position de la France dans le contexte du projet de directive sur le travail de plateforme. Cette voie-là, même dans le contexte français, elle n'est pas sans contradiction très forte parce que entre d'un côté la régulation du législateur et de l'autre la régulation du juge, on a une très forte contradiction. Et
On va pas faire le tour de la jurisprudence dans le contexte français, mais on peut quand même rappeler qu'on a eu en France une condamnation pour la première fois au pénal d'une plateforme, Deliveroo, le 19 avril 2022, un jugement au pénal de la chambre criminelle du tribunal correctionnel de Paris. Et on a une jurisprudence continue qui va plutôt dans le sens de la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. La dernière en date d'importance étant de janvier 2023 à Lyon, où 139 chauffeurs ont été requalifiés. Et donc, dans cette contradiction, on a quand même quelque chose qui se passe du côté du dialogue social. Donc, je vais essayer un petit peu d'en témoigner, puisque finalement, les pouvoirs publics font le pari, dans le contexte français, de passer par le dialogue social. Qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte français? Il y a eu des élections qui ont été mises en place en printemps dernier, en mai 2022. Les prochaines élections auront lieu dans 2 ans, en 2024. Et puis, on commence à avoir des accords qui sont signés. On a en tout 6 accords, soit signés, soit dans le pipeline, dans les secteurs de transport de personnes ou de la livraison de marchandises. Et puis, on a une autorité, on a une sorte d'organisation qui a été mise en place, une autorité de régulation des plateformes, avec des ressources qui sont mises à disposition des acteurs du dialogue social, des personnels permanents, donc des salariés ou des personnes mises à disposition. Donc, on a une équipe et on a des ressources aussi en formation des acteurs du dialogue. Donc, je vais essayer très brièvement parce que forcément, d'abord, il est tard et il faut laisser la place à la table ronde suivante des acteurs, mais quel bilan on peut en tirer? En fait, il ne s'agit pas de dire qu'on crée les potentialités, les modalités du dialogue social pour que ce dialogue social soit réellement équilibré. Et c'est là-dessus que je me permets d'insister, c'est sur 2 points. La question de la légitimité des acteurs et la question de la loyauté et de la capacité du dialogue et la capacité des acteurs à négocier des accords équilibrés. Dans le contexte français, se pose vraiment la question de la légitimité des acteurs du fait d'une très faible participation aux élections, voire du boycott de la part d'un certain nombre de syndicats qui ont refusé de participer au processus. On a des taux de participation qui sont inférieurs à 2%. Et qui donc posent débat sur la légitimité des acteurs. Néanmoins, on a des représentants élus. Et ces représentants élus ont signé des accords. Et ces accords sont pas inintéressants. Ils portent sur des rémunérations minimales, ils portent sur ce qu'on appelle en France des accords de méthode, c'est-à-dire comment on va négocier, comment, sur quoi, à quel moment, à quelle période, avec quelles informations. Il y a eu un accord sur les désactivations et un accord en cours sur la déconnexion. Le principal point que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait qu'en l'état, se pose vraiment la question de la transparence et de la transparence et de la loyauté du dialogue dans la capacité à disposer d'informations suffisantes pour mesurer la portée d'un accord. Parce qu'en fait, on est dans un contexte où même s'il y a une obligation de transmission d'informations statistiques de la part des plateformes, et ce depuis 2019, depuis une loi qui est passée en décembre 2019, en fait, on a très peu d'éléments qui nous permettent de dire est-ce que cet accord-là va avoir un impact ou pas? Ce qu'on appelle en français un morsure, c'est-à-dire est-ce que l'accord mord ou pas, au sens propre du terme, un chien mort, là, est-ce que l'accord mord, est-ce qu'il va avoir un impact? Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est finalement, alors, est-ce qu'on est oui ou non en capacité de négocier des accords, et je vais m'arrêter là, si on n'est pas capable de rééquilibrer en quelque sorte le pouvoir de négociation des acteurs et de miser uniquement sur la capacité d'acteurs faibles, indépendants, à être représentés, à signer des accords. Et c'est là où on en vient forcément à d'autres voies du dialogue qui passent par la requalification du contrat de travail et le dialogue social salarié. Perfect. Thanks for that overview and the link between, the legislation, but also case law building up, and maybe that's also a topic in itself. Just picking up
Merci. Merci de nous avoir fait cette présentation. Nous avons maintenant une idée un peu plus précise de la jurisprudence dans différents pays européens qui peut effectivement servir de base à l'évolution future de la législation. Ivana, en Italie, il y a eu un accord volontaire concernant différentes plateformes dans le secteur de la livraison. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'objectif visé en matière d'amélioration des conditions de travail? Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, donc je vous demanderai juste d'intervenir en 2-3 minutes. Oui, je vais répondre à votre question. Un décret a été passé concernant les chauffeurs, ou plutôt les livreurs. Et c'est quelque chose que l'on peut envisager maintenant d'appliquer à d'autres professions. Il y a eu une décision qui a été rendue à propos de Just Eat et qui dit que lorsqu'on travaille comme livreur, on a le statut d'employé et on s'est concentré sur les conditions de travail et le fait qu'un contrat soit établi. C'est important pour les livreurs, mais c'est aussi important pour d'autres travailleurs des plateformes, par exemple ceux qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile. Et j'aimerais mentionner quelque chose que l'on sous-estime peut-être. Ce qui est important aussi, c'est de bien connaître les sociétés. Il y a des Italiens qui ont fait des recherches très intéressantes, des collègues qui sont partis de documents qui ont été collectés et ils ont utilisé ces documents avec, par exemple, aussi des enregistrements de conversations téléphoniques. Tout cela dans l'objectif d'élaborer une législation, un peu comme on le ferait pour le crime organisé. Nous, chercheurs, nous avons beaucoup de mal à accéder aux données qui nous permettraient d'approfondir nos recherches. Donc, le fait d'avoir accès à des documents, ça peut susciter la controverse, mais pour nous, c'est vraiment très prometteur. C'est ce qui nous permet de savoir comment fonctionnent ces organisations. Enfin, nous avons des business models alternatifs qui existent au plan international. Bon, ça fait plusieurs années que l'on parle, par exemple, de nouvelles formes de coopératives. Et on essaye de réfléchir à la façon dont on pourrait faire évoluer les plateformes. Mais je crois que ceux qui posent ces questions sous-estiment la puissance des plateformes à l'heure actuelle. Je ne sais pas si un type de gestion coopérative serait possible pour des plateformes comme celle-ci. En plus, il y a des limites technologiques aux possibilités d'intervention dans le fonctionnement des plateformes. Alors, en Italie, particulièrement dans le domaine du care, qui est le domaine sur lequel je travaille à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'il y a des coopératives qui existaient et qui se transforment aujourd'hui en plateformes. Invece parte dalle cooperative e va alla piattaforma, a me sembra molto più interessante se si coglie l'occasione per riflettere su come disegnare delle piattaforme diverse, avendo già la governance cooperativa. Chiudo. Thank you. Yeah, interesting points, almost reverse sabotage when it comes to court rulings to some extent, and then also using existing governance types and applying those to the digital world as opposed to importing governance models imposed by digital platforms. Interesting. And we'll be taking up some of these governance aspects in the next panel. I'd like to just go to Valentin for a last word also in terms of regulatory response, let's say, in Germany. Can you give us a sense of what is happening? Yeah, I mean,
there are some, like as I said before already, like we already moved in Germany a bit from this self-employment status towards the employment status. So that's something that already happened. And there are some sort of key points that the Ministry of Labor developed a few years ago, which mainly focuses on some of the issues that have been mentioned now already. And I think one of interesting of them is maybe to ensure social protection also for the remaining freelancers that are there. So if we have sort of a freelance platform relationship, how to still make sure that social protection exists, because at least in Germany, social protection is very much related to a dependent employment relationship. So that's, I think, one regulatory debate. Donc, il y a un débat réglementaire. Et ce qui est intéressant, on va en parler tout à l'heure, il y a des accords collectifs en Allemagne depuis le mois d'avril et il y a une discussion sur les lois concernant les grèves en Allemagne. Comme vous le savez, on a des lois extrêmement conservatives, donc c'est très difficile de faire grève en Allemagne. Et puis les relations entre les travailleurs migrants et les syndicats est une question qui est à émerger suite aux actions qui ont été menées, avec par exemple, que se passe-t-il si les syndicats et les travailleurs ne viennent pas et qu'il y a interdiction de faire grève sans le syndicat? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a eu des affaires devant les tribunaux à ce propos et c'est intéressant de suivre cela. Merci, c'est tellement intéressant. Je vous remercie tous. Vous avez partagé beaucoup d'informations, même s'il y a des concepts que l'information est rendue invisible ou est invisibilisée dans ce domaine. Vous faites du très bon travail pour essayer de soulever le voile. Bonne chance à vous dans vos travaux et on va passer au panel suivant. Et là, il nous faudra de l'analyse de l'information pour prendre des décisions averties. Continuez avec vos travaux tellement utiles et merci d'avoir participé. Donc, nous avons terminé avec le premier panel et je vais essayer de faire la transition. Et puis, on va donner aux interprètes une petite seconde de repos. Je crois que nous avons déjà bien avancé. Nous avons entendu 4 perspectives très intéressantes. Nous comprenons à quel point c'est complexe. Dans tous les cas, il a été dit qu'il y a très peu d'informations à disposition et qu'il y a des possibilités, des règlements, des jugements qui ont été rendus, qui donnent des informations et des idées sur le type de structure de gouvernance qui serait mieux adaptée pour protéger les travailleurs. Voici ce dont nous allons parler maintenant. Si vous voulez bien, on va commencer sans plus tarder. Je vais inviter aux intervenants suivants. D'abord, Olivier Jacquin, qui est un politique français depuis 2019. Il a occupé plusieurs postes d'édibles en Meurthe-et-Moselle et il a été élu sénateur en 2019. Il est membre du Parti socialiste depuis les années 90. Donc, bienvenue à vous, Olivier. Bonjour. Nous avons également avec nous Georgios Christopoulos, qui est président de la Confédération générale des travailleurs grecs et qui était PDG du Centre de la politique de développement de la Confédération générale des travailleurs grecs. Georgios, merci d'être des nôtres. Nous avons avec nous également Nicola Marongiu, membre de la Confédération italienne générale du travail, comité exécutif, et qui est responsable des négociations collectives et qui est responsable du groupe de travail pour les travailleurs non typiques.
Et enfin, Roman Korman, qui est avec la Confédération allemande des syndicats et du département de la stratégie politique future et travail de l'avenir des travailleurs dans le digital et qui s'intéresse au niveau européen et surtout la nouvelle directive sur les travailleurs des plateformes et la nouvelle loi allemande sur l'intelligence artificielle. Donc, on va parler des réponses. On a entendu déjà ce qu'il en est des paysages dans les 4 pays. Quels sont pour vous les défis principaux? Olivier, je vais commencer avec vous. Odile a évoqué le fait que les sociétés avaient tout intérêt à rendre les travailleurs invisibles. Est-ce que c'est un des grands défis pour vous? Et donner à l'interprète 1 seconde pour changer de canal. Oui, le défi principal, c'est peut-être que l'on cesse. Est-ce que l'on m'entend bien? Je peux poursuivre? Très bien. Oui, je suis dans un pays assez particulier qui appuie délibérément les plateformes plus que les travailleurs des plateformes. Et ce que je dis est tout à fait factuel. La fameuse enquête sur les Uber Files a démontré que le président de la République, alors ministre, avait considérablement appuyé les plateformes numériques, à tel point que ce président de la République a carrément dit, à l'issue de l'apparition de l'enquête des Uber Files, que si c'était à recommencer, il recommencerait. Donc, on est dans ce contexte très particulier depuis 2017, où, en clair, je crois que le gouvernement tente de favoriser la création de jurisprudence pour arriver de facto à la création de ce qu'on appelle un tiers statut, un nouveau statut entre celui de salarié et celui d'indépendant. Mais le défi de l'invisibilité que vous avez évoqué, c'est que tout le débat s'organise autour des plateformes de mobilité, de livraison et de VTC, alors que c'est l'arbre qui cache la forêt de la digitalisation, avec une remise en question par les travailleurs et les entreprises de la notion de subordination et une confusion très forte par certains travailleurs entre le concept d'autonomie et celui d'indépendance. C'est statutairement très, très différent. Voilà un petit peu le contexte en réponse à votre première question. Enfin, une analyse que je considère comme orientée puisque j'ai le parti pris de la protection des travailleurs en m'exprimant. Yep, understood. A political support in principle to the business model, basically, and that's a challenge in Donc, France. je comprends tout à fait. Et Nicolas, pour l'Italie, quel est d'après vous le grand défi, le plus grand défi, et où est-ce que vous pensez que vous devez intervenir du point de vue des politiques? Nous devons renforcer les lois et la législation. Ce qu'on a entendu tout à l'heure portait sur des données dans différents pays. Nous partageons le même problème d'invisibilité et la difficulté qu'il y a à apporter une réglementation étant donné notre législation actuelle en matière de travail. Et nous devons bien sûr renforcer les obligations pour les sociétés, obligations déclaratives et de communication sur les travailleurs qui ont recours aux plateformes pour que ces activités soient traçables, pour qu'elles puissent faire l'objet d'une cartographie par exemple, le ministère du Travail. En Italie, par exemple, dans un secteur, nous avons bien avancé, mais je suis d'accord avec Ivana Pais, si on ne parle que des livreurs et des chauffeurs, ce n'est qu'une petite partie des travailleurs sur les plateformes. Nous devons vraiment élargir le champ de notre analyse. Bien sûr, les affaires qui ont été portées devant les tribunaux ont beaucoup contribué à améliorer les conditions. Et ceci parce que, au départ, on voyait que les plateformes n'étaient pas des plateformes et donc n'avaient pas d'obligations juridiques, mais ne sont même pas un intermédiaire, ne sont pas reconnus comme étant une agence d'emploi.
c'est une entité qui est simplement intermédiaire entre l'offre et la demande, faisant la jonction entre l'offre et la demande. Et c'est pour faciliter une prestation de service. Et ça peut être, par exemple, un service entre deux personnes. Et c'est exactement la définition du travail sur les plateformes. Donc, pour revenir à ce que fait la Commission européenne, peut-être devront-on envisager de créer de la législation qui soit plus stricte, pas uniquement pour limiter ou arrêter le travail sur les plateformes, parce que dans certains secteurs, le travail sur les plateformes, c'est vraiment une opportunité. Prenez par exemple les soins à la personne, les soins de santé, ça peut tout à fait être une opportunité. Et nous avons par exemple le réseau Fairworth qui va publier ses études dans ce domaine. Donc, dans le secteur de la santé et des soins à la personne, pardon, il y a une véritable demande et ça permet aux travailleurs, en fait, d'avoir accès à un marché plus important. Mais là encore, il faut que des règles soient plus strictes parce que la capacité de négociation collective n'existe pas. Et les syndicats doivent également se pencher sur cela. Donc, les règles que nous avons actuellement ne traitent pas du fait que ces emplois ont vu le jour sans aucune règle. C'est-à-dire que les règles sont arrivées après coup, après qu'il y ait eu des jugements, des condamnations et une certaine jurisprudence. Et c'est-à-dire que des actions ont été prises pour lutter contre un certain type de comportement. Et ça, c'est vrai, par exemple, pour le parquet en Italie. Je m'en tiendrai à cela pour le moment. Oui, parce que la technologie permet également une innovation du point de vue du business model. Et ça arrive avant les règles. Alors, bien sûr, ceci crée un défi pour le régulateur. Pour la Grèce, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est? Tout d'abord, permettez-moi de dire que la Grèce, malheureusement, n'est pas un pays qui est réglé sous la règle du droit au sens européen, du point de vue des principes fondamentaux qui sont respectés par la majorité des membres de l'Union européenne. Eh bien, ces principes n'ont plus cours en Grèce. Je vous rappelle qu'il y a eu la question des mises sur écoute en Grèce. Et nous en 107e position du point de vue de la liberté de la presse. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Je dois vous dire que le gouvernement grec, sur la question du travail et la question syndicale, a fait preuve d'intelligence. On a adopté une loi en 2021, loi en vertu de laquelle il est question des plateformes digitales mais la seule inspection du travail qui existait a été tout simplement supprimée et maintenant c'est une autorité indépendante. Et cette transformation en autorité indépendante pour que les employeurs puissent faire ce qu'ils veulent sur le marché du travail. Je vais vous donner l'exemple de ma propre fédération. Nous avons des enseignants qui sont sous la supervision du ministère du Travail, enfin sous la tutelle du ministère du Travail et du ministère de l'Éducation. En l'espace de 6 mois, il y a eu 60 plaintes qui ont été déposées et l'autorité a accepté de mener des enquêtes uniquement dans 2 cas et il n'y a eu aucune condamnation, aucune sanction. Et alors, parce qu'il y a des plateformes dans le secteur de l'enseignement, c'est quelque chose qui évolue rapidement, surtout suite au Covid, où il y avait tous les services d'éducation et d'enseignement fournis en ligne. Et on le voit particulièrement dans 2 domaines. D'abord, les cours privés, cours particuliers qui sont proposés. D'accord, c'est par exemple les élèves du secondaire.
Nous avons donc des enseignants qui font du soutien scolaire à domicile en ligne. Et ensuite, il y a bien sûr tout l'enseignement de langues étrangères offert sur plateforme. Donc, et nous avons beaucoup de plaintes qu'on a reçues récemment. Tout cela est récent. Nous devons faire face à cette nouvelle évolution, nous, en tant que syndicat, pour voir comment organiser les enseignants, les professeurs et comment mettre fin à ce règlement qui est arbitraire. Il y a des professeurs qui nous ont appelés, qui travaillaient, des professeurs qui travaillaient sur ces plateformes et qui nous ont dit que ils touchent 1,5 € de l'heure. Mais ce n'est pas que ça. On a constaté dans nos discussions avec d'autres professeurs et enseignants que la majorité des professeurs et des enseignants qui travaillaient sur des plateformes numériques sont dans l'économie grise. C'est-à-dire ne payent pas leurs cotisations de sécurité sociale, ne payent pas d'impôts. Et bien sûr, c'est mauvais pour les travailleurs eux-mêmes car ils ne peuvent pas du tout contribuer à leur retraite. Et puis après, il y a le problème du statut de freelance. Et la troisième catégorie est dans un secteur très particulier, c'est-à-dire l'enseignement des langues étrangères. Ces personnes qui travaillent donc sur des plateformes et qui sont rémunérées au même titre que ceux qui qui donnent des cours en présentiel. On a reçu une plainte, par exemple, de parents qui voulaient obtenir des services en ligne de soutien scolaire et voulaient payer la société et ont découvert qu'il n'y avait pas de compte bancaire. Et en fait, en insistant, ils ont obtenu un compte bancaire dans une société qui était à l'étranger. Et en fait, c'était une entreprise fantôme. Personne ne sait qui y travaille. Personne ne sait si ce sont vraiment des enseignants, si ce sont des personnes qui sont qualifiées, qui sont certifiées, homologuées pour enseigner. Donc, on ne sait rien sur la rémunération de ceux qui enseignent. Cette question a été reprise par la Confédération générale grecque, mais comme c'est généralement le cas, l'État n'est pas prêt à faire des vérifications et à essayer de réguler ce type de comportement ou la laïcité de cette activité. Donc, en bref, ceux qui travaillent sur ces plateformes pour l'enseignement sont sans aucune protection, n'ont pas accès à la sécurité sociale et on calcule qu'il y a environ 500 personnes dans ce cas. Mais nous pensons vous savez qu'il est très difficile dans ce secteur de conclure un accord collectif parce que c'est un petit secteur. Voici donc la situation en Grèce. Ce n'est pas une bonne situation. Merci, Georgios. Vous nous avez présenté un tableau de l'absence de protection, de l'absence de réglementation. Et c'est une situation courante. Alors, Roman, en Allemagne, qu'en est-il? Quel est le rôle des syndicats et comment les syndicats arrivent-ils à essayer de faire réglementer ce secteur? Merci. Le problème fondamental, c'est le problème du manque de transparence. Nous ne savons pas exactement comment fonctionnent ces plateformes, sur quelle base elles fonctionnent, quelle est leur organisation, comment elles sont structurées, quelle est leur influence.
Et c'est ça aussi qui est à l'origine de ces interrogations sur le statut des gens qui travaillent pour elles. Et le problème, c'est le haut degré de manque de transparence. On ne sait pas exactement comment fonctionnent les plateformes et on ne sait pas quel est le statut des employés. En Allemagne, il y a aussi le problème du salariat déguisé qui existe. Ça, c'est surtout le cas pour des gens qui travaillent beaucoup pour les plateformes, qui semblent être des indépendants, mais qui en fait ne le sont pas. En plus, il y a des problèmes de sous-traitance, il y a des problèmes de pression importante, des gens, par exemple, des conducteurs qui sont sous une pression importante parce qu'on les contrôle sans arrêt. On contrôle sans arrêt à quel endroit ils se trouvent, plusieurs fois par minute. Ensuite, il y a aussi le manque de protection, par exemple pour les livreurs à vélo. Alors, nous essayons d'encourager la conclusion de conventions collectives. C'est vraiment un de nos chevaux de bataille. Et puis, une juste rémunération, évidemment, pour ces travailleurs. Le problème que l'on retrouve dans toutes les plateformes, c'est ce manque de transparence. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose que l'on entend encore et toujours, le manque de transparence, le manque d'information. Monsieur Jacquin, Olivier Jacquin, a parlé aussi du manque de soutien politique pour essayer de réglementer l'activité des plateformes. Alors, il y a certaines décisions contre lesquelles vous essayez de riposter. À votre avis, quel est le moyen le plus efficace de riposter? Quel est le meilleur moyen d'aider les travailleurs des plateformes en France pour essayer de réagir? Eh bien, dans l'équation politique française actuelle, je vais vous avouer que lorsque j'ai vu arriver la directive Schmitt, je me suis dit, voilà notre sauveur, parce que la France seule ne pouvait pas lutter contre les volontés fortes du gouvernement d'accompagner ces dérégulations. Et dans un premier temps, la droite française était hésitante à réfléchir à la création d'un tiers statut. Et on voit maintenant que depuis que la directive Schmitt est apparue, la droite et l'exécutif, qui est aussi de droite, avoué maintenant, sont vraiment opposés à la directive Schmitt. Et on a une clarification du paysage politique. Mais franchement, je suis assez optimiste avec l'arrivée de la directive Schmitt, que je souhaite voir aboutir rapidement en Europe, mais je suis d'avance très inquiet sur la capacité de sa traduction en droit français et les moyens qui seront utilisés pour la contourner au maximum. Voilà un petit peu la perspective que je vois, parce que du point de vue des entreprises et des travailleurs, comme dans les autres pays européens, et la table ronde est extrêmement intéressante pour avoir les échos des autres pays, ces travailleurs sont très peu syndicalisés et l'organisation collective est limitée. On a du côté de la piste coopérative, enfin, dans ma mouvance, on a beaucoup travaillé sur la coopérative comme une piste d'espoir, et on a actuellement des perspectives de la création par un super syndicaliste en banlieue parisienne de la première coopérative de VTC en Europe qui devrait démarrer cet automne, une coopérative qui permet de fédérer des acteurs publics et des acteurs privés et des coopérateurs. Voilà un petit peu le contexte, parce que dans nos tentatives, dès mars 2021, j'ai déposé une proposition de loi qui affirmait la nécessité de la présomption de salariat. Et je tiens à préciser que c'était avant que l'Espagne ne le mette en place. Et il y avait aussi un article sur la transparence de l'algorithme. Mais pour l'instant, nous sommes effectivement minoritaires et nous n'arrivons pas à trouver une majorité pour aller dans ces régulations-là. Et les libéraux sont actuellement dominants. Donc voilà, en réponse, vive Nicolas Schmitt et sa directive, en espérant qu'elle débouche rapidement et de manière qualitative.
Thanks for bringing back the question of the cooperatives, because it was brought up by Ivana in the first panel. I'd like also Nicolas to react to this. I mean, is it a promising type of governance model that could somehow combine the realities of digital platforms and platform working, but at the same time giving sufficient guarantees to workers? Sì, ci sono delle esperienze in Italia. Da un lato le carte dei diritti che sono state approvate in diversi territori e dall'altro il fatto che i lavoratori possono, diciamo, organizzarsi. Poi è chiaro che nel lavoro di cura che ha sollevato la dottoressa Pais, il punto sta diventando la concorrenzialità tra la piattaforma che organizza il lavoro e la cooperativa, che normalmente è lo strumento, diciamo, che viene utilizzato per la gestione dei servizi dati in convenzione o anche per gli interventi nei confronti dei privati. Però è evidente, come dire, che la sfida non è semplice, perché lo stesso livello di tecnologia che è possibile che le piattaforme utilizzano, che sono soggetti che hanno una grande capacità di raccolta di fondi sul mercato. Le piattaforme digitali hanno questa caratteristica di raccogliere fondi, sono soggetti che bruciano cassa, come si dice in gergo, nel senso che non realizzano subito degli elementi, diciamo, di attivo nei propri bilanci, e però determinano le condizioni di monopolio interne al mercato, con degli investimenti molto pervasivi in tecnologia. L'idea della piattaforma, della cooperativa che si sorregge su un profilo di carattere etico, può essere, diciamo, uno strumento. Occorre capire che il livello di concorrenza che è esercitato da soggetti che hanno questa poderosa capacità di intervento economico non è un elemento così semplice. Magari può essere nei confronti di imprese, di enti, di comuni, lo è un po' più complicato quando ci si rivolge all'utenza, quando ci si rivolge ai privati, e sappiamo che il privato, quando è alla ricerca di un servizio, trova la via più semplice e anche quella che sostanzialmente il mercato e la tecnologia gli offre. Basti vedere cosa è successo nel settore del commercio elettronico. Quindi ecco, io penso questo, che il tema della cooperazione è un tema, ma non si può pensare che la regolazione di questo settore sia soltanto affidata all'utilizzo di questi strumenti. C'è un punto che sta a monte. E l'altra cosa di cui però mi preoccuperei, magari non so se su questo possiamo anticipare anche un po' una discussione, è che c'è una parte di lavoro, quello che viene chiamato basato geograficamente, il lavoro di cura, la consegna di cibo, la consegna di altri beni, il lavoro domestico, le professioni sanitarie, le professioni sociosanitarie, in cui la piattaforma è l'intermediario, ma esistono i soggetti, il lavoratore, il prestatore di lavoro e l'utilizzatore del lavoro, e c'è una parte consistente di lavoro che non è soltanto, come dire, il lavoro digitale utile a allenare l'intelligenza artificiale, ma è quello che si sta generando col processo di digitalizzazione, che rende neutri i settori e rende neutre le professioni, in cui, come dire, come si interviene. Parlo per il sindacato, noi siamo abituati a lavorare dentro le imprese e avremo una quota parte consistente di lavoratori che non hanno più l'impresa, non hanno più un luogo, non hanno più un tempo di lavoro e operano attraverso un mezzo di carattere virtuale che gli connette attraverso l'interfaccia uomo-macchina a processi produttivi molto ma molto complessi, un lavoro che però viene neutralizzato. Quindi questo è un tema non soltanto filosofico, ma anche di pratica sindacale molto complesso, e per questo io sono molto d'accordo anche con gli altri colleghi, serve una regolazione legislativa molto forte, perché le tutele vanno costruite prima. Non so se noi abbiamo, normalmente il lavoro è capace di generare autotutela attraverso i processi collettivi, qui le tutele vanno costruite prima attraverso un'operazione di prevenzione. Et ces protections doivent être construites auparavant par la protection. Però in qualche modo, se guardiamo all'Europa, soltanto una minoranza
Et si on prend la situation européenne, il n'y a qu'une minorité de gouvernements qui travaillent pour promouvoir la directive sur la plateforme. Yeah, you raise an important point there on the capacity of collective action when your Vous évoquez quelque chose de très so, important, la capacité d'action collective, quand le travail est tellement individualisé et déplacé en quelque sorte, décalé. L'employeur n'a plus la propriété d'un instrument de production, mais d'une institution financière. That's a bit the nature of the relationship here between the employers and the workers. In Greece, we have seen, nevertheless, en Grèce, nous avons vu une action collective. Ça a été cité dans une question qui a été posée. Par exemple, le travail, les travailleurs, les livreurs de repas. Comment est-ce que les syndicats s'organisent pour la défense? Comment ils s'organisent pour introduire ceci dans leur propre gouvernance, leur propre prise de décision en Grèce? Que faites-vous? Comment vous y prenez-vous? Il y a deux catégories. D'abord, il y a les enseignants qui travaillent dans les écoles privées et qui ont un statut et des conditions qui est similaire aux fonctionnaires du secteur public. Le vrai problème auquel on se trouve confronté, c'est celui avec ceux qui donnent des cours privés dans des centres de soutien scolaire. Et c'est ceux qui font l'enseignement des langues étrangères. Mais en 2016, sous le gouvernement précédent, parce qu'il y a eu l'effondrement en fait des conventions collectives en Grèce, depuis la politique de la fameuse Troïka, vous vous souvenez, l'Union européenne, etc., il n'y avait pas de convention collective possible. On a pu convaincre le gouvernement d'alors à calculer les heures de travail sur la base de 21 heures de travail par semaine. Et maintenant, avec le SMIC, nous sommes à environ 7 et quelques euros par heure. C'est insuffisant pour subvenir à ses besoins. En travaillant à plein temps, on toucherait quelques 600 euros. Vous imaginez quelle est la situation de ceux qui travaillent sur les plateformes numériques. La semaine dernière, nous avons demandé, lancé un appel à des conventions collectives, mais ça a été rejeté parce que ce n'est pas dans l'intérêt des employeurs d'avoir des conventions collectives lorsque, dans la situation actuelle, et l'interprète s'excuse, très difficile de comprendre. Par le passé, il y a eu des décisions d'arbitrage qui étaient contraignantes pour les deux parties. Maintenant, malgré la pression qui est exercée auprès des syndicats et les employeurs qui ont l'alliance du gouvernement de droite, un gouvernement de droite, ils ne vont pas faire marche arrière et n'accepteront pas les négociations pour des conventions collectives. Et le fait est qu'il y a 56 000 personnes qui travaillent dans des emplois précaires avec des CDD, qui travaillent pour des très courtes périodes et essayent de trouver un autre emploi. C'est très difficile il n'y a pas de traçabilité
de ces travailleurs. C'est peut-être le plus grand défi pour les syndicats parce que dans les écoles privées, nous avons un taux de syndicalisation qui est très élevé, presque 40% des enseignants qui sont syndiqués. Mais pour l'enseignement des les langues étrangères, très difficile. Nous vivons des circonstances très difficiles et nous faisons tout ce qu'il faut pour protéger ces gens. Mais une fois de plus, on est toujours sous cette impossibilité de conclure des conventions collectives et les employeurs profitent bien sûr de la position qui est prise par le gouvernement et le fait qu'il n'y a pas d'inspection ou de contrôle exercé. Et le secteur de la mobilité est un secteur où il y a eu un syndicat et ils ont fait grève. Et la grève était surtout pour des raisons sociales. Et ils ont fait un espèce de rassemblement avec leur mobilette, leurs 2 roues. Et ils ont réussi à obtenir quelque chose auprès de leur employeur. Alors peut-être que c'est un signal envoyé aux syndicats. Parce qu'en fait, c'est clair qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le travail numérique et personne ne sait exactement qui travaille sur les plateformes numériques. Donc, on doit se moderniser pour savoir quelles sont les évolutions et nous devons essayer, dans toute la mesure de possible, de voir qui représente ces personnes qui maintenant sont complètement sans protection. Merci. C'est très difficile de syndiquer certains secteurs, mais je vois que vous essayez. Roman, avant de vous donner la parole, je reviens vers vous. J'aimerais me tourner vers Olivier, car je crois que Olivier doit partir, nous quitter très rapidement. Olivier, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, la perspective européenne, la nouvelle directive sur les travailleurs des plateformes qui est en train d'être négociée par le Conseil et la Commission. Quelles sont vos demandes précises vis-à-vis de la directive européenne? Et laissez à l'interprète 1 seconde pour changer de canal. D'accord. Mais déjà, le témoignage de M. Christopoulos, la grecque, est extrêmement intéressant. Je suis persuadé aussi que s'il n'y a pas une lutte syndicale organisée, on ne pourra arriver absolument à rien. Je l'ai dit peut-être un petit peu rapidement, le contexte post-Covid français interroge beaucoup et fondamentalement le travail. Et il y a une évolution très, très forte qu'on a du mal à discerner, avec notamment une interrogation très, très forte de la subordination. Et il y a une espèce d'alliance objective de certains travailleurs mis en précarité qui n'ont plus confiance dans les formes classiques de travail et certaines entreprises qui essaient de profiter de cette crise pour libéraliser un maximum le travail et revenir sur des acquis sociaux. Et donc, je le disais aussi, la directive Schmitt est, du point de vue français et dans le contexte actuel de notre gouvernement, mon seul espoir d'une évolution importante et intéressante. On ne peut pas se satisfaire de quelques gains juridiques dans les tribunaux qui sont assez réguliers, comme l'a dit Odile Chani, mais la vraie perspective, c'est d'avoir une directive de Nicolas Schmitt très ambitieuse et qui nous permette de protéger les travailleurs. Et c'est vraiment l'horizon pour moi. Les luttes s'organisent maintenant à ce niveau-là et tenter d'appuyer des exemples français intéressants comme celui que je citais d'une coopérative de VTC assez ambitieuse. Et puis une vigilance très très grande pour ne pas regarder que le secteur de la livraison à vélo et des VTC, mais l'évolution de la digitalisation, comme vous l'avez fort bien démontré dans la première table ronde. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce questionnement. Thank you very much, Olivier, and if you have to leave, well, thank you for having been part of the debate. Thank you so much. Merci, Olivier. Thank you. Merci. And
I would like then to turn to Roman, if possible. It's going to be a big question for you, Roman, because on the one hand, I'd like you to react on the European level, so some of the demands that you have for this European directive, but also demands that you have as trade unions in Germany in relation to the protection of platform workers. Can you give us a sense of those two levels? Natürlich, danke. Oui, bien sûr, merci. Als die Kommission 2021 Lorsque la Commission, en 2020-2022, a commencé à présenter le projet de directive, nous étions très satisfaits. Le problème, c'est le statut des travailleurs, de quel type de travail parle-t-on, de quel type d'emploi parle-t-on. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas transfert d'activité? Parfois, les travailleurs des plateformes sont dans des situations très difficiles et il n'y a aucune transparence. Donc, on ne sait pas exactement quel est le rapport entre l'employeur, la plateforme et l'employé, ou de moins celui qui travaille pour cette plateforme. Donc, on n'arrive pas à y voir clair et on ne sait pas exactement quels sont les niveaux de relations et de responsabilité. Mais en tout cas, les tentatives qui ont été lancées sont bonnes. Alors, notre problème avec le texte de la Commission, c'est qu'il était extrêmement rigide. On a un catalogue extrêmement rigide. Et au bout du compte, il se pourrait que les plateformes essayent de le contourner, ce catalogue, de s'en échapper. Donc, à l'époque, nous avons proposé qu'on mette en place des indices. Donc, quelque chose d'assez souple. Il s'agit d'obliger les plateformes à dire clairement quelle est la situation de leurs travailleurs. Alors, le système de gestion par algorithme, la Commission a bien compris de quoi il s'agissait. Elle a bien compris aussi quel était le problème en matière d'accès des syndicats aux travailleurs des plateformes. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément très important. Justement, parce qu'il n'y a plus un endroit dans lequel les gens sont rassemblés, et ça complique le contact avec eux. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent tout seuls devant leur ordinateur, ou alors ils sont en train de faire des livraisons à vélo. Donc, c'est assez difficile de les capter et de les encourager à s'organiser en syndicat. Ça complique beaucoup les choses, le fait qu'ils soient dispersés un peu partout. Alors, à propos de la directive, nous autres syndicalistes, je pense que nous devons d'abord voir les choses positivement, à savoir que la position du Parlement représente un progrès. On a avancé. Les syndicats ont joué un rôle, les lobbies des plateformes, évidemment, ont essayé de se rebiffer, mais je crois que quand même le Parlement a bien fait avancer les choses. Et ça n'allait pas de soi, hein. Ça n'allait pas de soi, c'est vraiment un succès. Donc, je vois que la position qui a été prise maintenant, la position du Parlement est progressiste et la charge de la preuve est systématiquement renvoyée sur les épaules des plateformes. Donc, c'est une position plus favorable aux travailleurs des plateformes. Alors, maintenant, il y a encore la question du Conseil qui se pose. Que va-t-il se passer au Conseil? Là, il n'y a pas encore de position fermement établie. Notre mission maintenant, c'est de maintenir la pression et de maintenir un niveau de pression élevé pour que le Conseil, lui aussi, prenne une position progressiste et que l'on obtienne des textes qui soient faciles à mettre en œuvre, et ceci au profit des travailleurs, qui renforcent leurs droits.
L'autre question, c'était à propos de l'Allemagne. Que se passe-t-il en ce moment pour les syndicats? C'était ça votre question? D'accord. Oui. Où pensez-vous que une action syndicaliste soit nécessaire? Also, wie gesagt, ich glaube, Alors, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il y a des problèmes qui se posent et qui sont liés à ces nouvelles formes de travail pour les plateformes numériques et qui commencent à émerger. Le manque de transparence. Alors, donc ça, c'est vraiment l'élément numéro un. Obtenir de la transparence sur le mode de fonctionnement de ces plateformes numériques. Ensuite, arriver à entrer en contact avec les acteurs et participer à l'élaboration d'une législation, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui doit faire l'objet d'une négociation avec les travailleurs. Ça, c'est vraiment une revendication centrale pour nous. Et elle va même au-delà d'ailleurs du secteur des plateformes. Et puis, il y a des choses qui viennent du monde du travail plus traditionnel. Par exemple, quand on pense à la sous-traitance et à toutes les possibilités qu'ont les plateformes pour essayer de faire preuve de flexibilité et de se dégager au maximum de leurs responsabilités, ça aussi, c'est un point important. Par exemple, dans le secteur de la livraison de colis en Allemagne, il y a de grandes entreprises qui sous-traitent une partie du travail. Donc, on a la grande entreprise qui serait la plateforme et qui doit assumer un certain nombre de responsabilités. Et puis, il y a un autre sujet qui est très lié à celui-là, c'est celui du travail syndical et du type de contrats qui sont passés. Évidemment, lorsque les gens ont des contrats très courts, 3 mois par exemple, ils ne vont pas se syndiquer. Et ça, c'est quelque chose que les plateformes utilisent à leur avantage de façon très efficace. Et puis, il y a un autre sujet important, la pression au travail. Pression physique, pression morale aussi. En Allemagne, il faut recenser les facteurs de pénibilité physique et psychique pour les travailleurs. Et toutes les entreprises ne le font pas. Et ça pose problème parce que ça implique que l'on mette en place des organes de contrôle. Donc aussi dans le secteur des plateformes. Merci. Merci, Roman. Nicolas, sur cette question de l'échelon européen, il y a un défi. Je parle de défi, mais je ne connais pas le détail de ces discussions. Mais en tout cas, il semble que la Commission soit très favorable à une réglementation dans le secteur des plateformes, pas forcément pour des raisons sociales, mais en tout cas, elle souhaite que des règles soient mises en place. Alors vous, quels sont vos souhaits en la matière? Sì, io penso che bisogna avere un approccio positivo, nel senso che da un lato c'è la direttiva europea che sarà approvata. Nous avons ici une position plutôt positive. Il y a une directive européenne, si nous pensons qu'elle va nous être très utile, nous y sommes tout à fait favorables. Est-ce que vous m'entendez? Et puis, d'un autre côté, je dirais que les syndicats, ici aussi, doivent faire un pas en avant. Le travail pour les plateformes va
impliquer de plus en plus de gens qui auront tous un statut d'indépendant et le monde politique européen doit bien sûr essayer d'avancer au même rythme en proposant notamment des conventions collectives et puis en prescrivant un certain nombre d'obligations aux plateformes. L'important, c'est aussi que l'on avance tous ensemble pour que ces travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail comme on l'entend au sens traditionnel puissent être protégés. Mon collègue tout à l'heure l'a dit, il y a une très très forte proportion d'indépendants qui travaillent pour les plateformes. Ça représente plusieurs millions de personnes qui ont un numéro de TVA et ce sont des gens qualifiés. Donc, nous devons être en mesure aussi de représenter ces gens-là. C'est aussi eux que nous devons défendre. Nous devons aussi nous mobiliser pour ces travailleurs-là et leur apporter nos services. Merci. Je n'étais pas sûr que vous aviez terminé, mais en tout cas, je vous ai très bien compris. Les syndicats doivent défendre l'ensemble des travailleurs. Ensuite, à propos de la directive européenne, pour ce qui est de la Grèce, vous n'avez pas brossé un tableau très optimiste. Je vous donne 2 minutes pour répondre. Personnellement, je dirais que lorsqu'on examine la situation et la façon dont le droit du travail est appliqué depuis 2020-2021, je dirais que même la directive est un peu vidée de sa substance. La seule amélioration que l'on a vue pour les travailleurs des plateformes, pour nous, ce serait que le gouvernement ne gagne pas les élections. Je pense que les syndicats vont continuer à se battre et ils ont 2 exigences envers le gouvernement, qu'il existe un registre des entreprises qui fonctionne sur le mode des plateformes, que l'on recense tous les travailleurs de ces plateformes et puis que l'on améliore les conditions de travail par le biais de conventions collectives. Et ça, aussi bien pour les travailleurs des plateformes que pour les autres. Pour nous, c'est vraiment une revendication très importante. On sait beaucoup trop peu de choses à propos de ces personnes qui travaillent pour des plateformes. Ce sont des plateformes privées et nous pensons que la rémunération des salariés, ou plutôt, pardon, pas des salariés, des travailleurs, devrait également être améliorée. Et pourquoi ne pas créer non plus une liste noire de certaines entreprises? Nous savons que nous avons des opposants très puissants et le changement ne pourra venir que par un combat de la société dans son ensemble. Donc, nous devons avancer la main dans la main avec le reste de la société. Merci beaucoup, Giorgio. Évidemment, à l'échelon national, il y a un élan que vous souhaitez susciter. Je tiens à remercier tout le monde, Nicolas, Roman, Olivier, Giorgio, l'ensemble des participants. Nous avons eu un échange d'informations intéressant.
entre ceux qui essayent de défendre les travailleurs dans tout type d'activité. Il s'agit de défendre leur liberté, mais aussi de les protéger contre des risques. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce séminaire. Merci à tous. Grazie mille. Merci à tous ceux qui ont également assisté à ce webinaire. Merci aux interprètes. Alors, ce n'est pas facile de résister comme ça pendant 2 heures sans interruption. En tout cas, vous pourrez trouver encore des informations à propos de ce séminaire et n'hésitez pas à nous rejoindre. Essayons ensemble de mettre fin à l'invisibilité du travail des plateformes. À bientôt.